Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, salut à ceux et celles qui aiment la terre nourricière. Est-ce qu'on peut en tirer? Bonjour Bertrand! Bonjour Janine. T'es en forme? Oui, en grande Oui. forme, bien sûr, toujours. Oui, pour une question existentielle aujourd'hui. On Oui. parle de la santé des sols. Mais par où on prend ça? Par les pieds ou par la tête? Oh là, question existentielle, le moins qu'on puisse dire. La question qu'il faut se poser en réalité, c'est nourrir la plante ou prendre soin du sol pour nourrir la plante? Qu'est-ce qui serait logique? Ben, c'est toute la question. On va en parler dans ce balado. C'est effectivement toute la bonne question. Alors, le sol, c'est un milieu qui recèle des secrets Oui, dont tu nous parles. c'est ça. Je vais essayer de vous démêler ça. Je vais essayer de vous faire ça simple parce que ça peut être très, très, très compliqué. Mais je vais essayer de vous mettre ça simple un petit peu. Et vous allez comprendre l'importance du sol d'ici la fin de ce balado. Mais tu bases tes affaires sur des recherches. En Oh, plus. c'est des recherches et d'expérience. Là, on parle de je n'allais pas dire de centaines d'années d'expérience, mais de... Mais là, je pensais pas être avec un dinosaure. Non, moi non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on se base effectivement sur sur les recherches existantes puis qui évoluent continuellement. Donc, la recherche apporte constamment de nouvelles informations. Mhm. Et donc, on a remis en cause les techniques qui ont été largement acceptées à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait nourrir du monde. Donc, on a commencé à penser différemment. Et pour cause. Et pour Et cause. pour cause, ben oui. Mais bon, OK. Alors, les approches qu'on dit conventionnelles, mais ça me fait rire quand on dit ça conventionnel, parce que dans le fond, ça fait des milliers d'années que les gens cultivaient d'une certaine Non, façon. ça, c'est quand on parle de l'agriculture conventionnelle, Oui. on parle d'agriculture moderne actuelle, OK? Oui, oui, OK, d'accord. OK, c'est ça qu'on appelle conventionnelle. Sans ça, on appelait l'ancienne agriculture. Donc, la conditionnelle, c'est celle qui a lieu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on considère que le sol est un support à la plante. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Donc, si on considère ça, il faut pratiquer une fertilisation massive et il faut utiliser des engrais rapidement assimilables. OK? C'est ce qu'on appelle la théorie de nourrir la plante pour augmenter les rendements. C'est vraiment là le support, on nourrit la plante, on la pousse au maximum pour qu'elle produise le maximum de rendement. OK. Tu parles de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait urgence. Il fallait amplifier la production, c'est sûr. Exactement. Alors? Donc, on a mis en place cette agriculture conventionnelle, comme on l'appelle maintenant, pour nourrir des millions de personnes dans des conditions difficiles. Et surtout, il faut comprendre, c'est que c'était à partir de données qui étaient disponibles pour les agriculteurs et les maraîchers de l'époque. C'est ça qu'on faisait à l'époque, c'est ça qu'on avait. Mais ça a été amplifié là, par les produits chimiques et tout ça. Là. Ça a été les grands épandages. On va revenir sur les conséquences de l'agriculture Oui, conventionnelle. oui. Mais je voudrais d'abord vous parler de la nouvelle méthode. La nouvelle méthode. Mais oui. Retour à la pratique de millions d'années, nouvelle méthode. C'est un petit peu ça. Là, c'est bon. Là. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Oui. Donc, prendre soin du sol pour nourrir la plante. OK? Donc, l'idée, c'est pas d'un support, c'est qu'on va nourrir le sol et tout ça va se transférer dans la plante. C'est la stratégie qui est utilisée en production biologique. C'est celle-là qu'on utilise. Mais tu sais que c'est proche de la sagesse, ça. C'est une sagesse que de revenus... Ah bon, OK. Je ne sais pas, peut-être, oui, tu as raison. Moi, la sagesse, je ne suis pas pour ça. Fait que...
T'es pas pour ça, la sagesse. Oh non, il faut s'amuser un peu de temps en temps. Trop sage. Non, mais les bonnes vieilles méthodes, là. OK, qui ça, les étaient bonnes vieilles efficaces méthodes, c'est pas la sagesse, forcément. Et qui étaient saines pour la santé. Oui, c'est ça. Admettons. Bon, alors, ça se traduit comment, ça? Quand on parle d'un sol vivant, Bertrand, c'est pas de l'ésotérisme. Non, c'est pas. Donc, c'est de mettre en équation les sols vivants et les plantes. OK? C'est vraiment ça. Donc, on va beaucoup plus. Avant, on parlait des plantes. Maintenant, on va parler du couple sol-plante. Mais c'est tellement plus réaliste. OK. Oui. Donc, il est basé sur le fait que ce sont les caractères du sol et en particulier l'activité biologique qui donne une productivité et, je le dis bien, à long terme. OK, ça retenez ça. Cette productivité-là se fait à long terme. C'est l'agriculture durable, c'est l'agriculture biologique. Donc, c'est cette vision-là qu'on développe de plus en plus. Alors, on change de cap. Oui. Et pourquoi on change de cap? Ben parce qu'après quelques décennies de rendement presque astronomique, et je dis bien presque astronomique, dans certains cas, c'est absolument hallucinant, ben on se rend compte que ça se fait au détriment de la vitalité et de la résistance des plantes. Les plantes sont moins résistantes parce qu'elles vont pousser plus vite. Les influences négatives sur la qualité du sol, donc le sol va s'abîmer. Mais Bertrand, on dit qu'on perd des hectares et des hectares de terre qui étaient cultivées. À cause de l'acidification, à cause des engrais, effectivement. Voilà. Donc, des effets négatifs sur la santé humaine aussi. On se rend compte que les légumes ont moins de vitamines qu'ils en avaient. Les conséquences négatives sur l'environnement, on parle de déséquilibre de l'environnement avec l'utilisation des engrais et l'apparition de problèmes d'infertilité du sol. OK? Et donc aussi, les conséquences négatives sur l'environnement, c'est que la plante étant moins résistante, moins de vitalité, il va falloir utiliser des pesticides pour la maintenir en vie. Alors, c'est une terre qui est épuisée. Épuisée et qui épuise le système. Donc, les recherches ont mis en lumière que le sol est beaucoup plus qu'un support. Okay? Moi, quand j'étais à l'école d'horticulture, j'ai appris que le sol est un support. C'est-à-dire un être mort qui tient comme un tuteur. Pas mort, mais c'était surtout un support. Mais on a fait depuis de nouvelles découvertes sur la vie du sol depuis quelques années. Alors, c'est une conception qui est plus réaliste, dans le fond, que de penser nourrir une plante, peut-être? C'est ça, c'est absolument plus réaliste. Ce concept, donc, prendre soin du sol pour nourrir la plante, ça tient compte de la vie du sol et on s'en fait une alliée de la vie du sol au lieu de s'en faire un support. Et donc, comme je dis, c'est vraiment le couple plante-sol qu'on va faire danser ensemble là, j'aime ça. Pour avancer. Oui. Et les gains de cette approche, juste cette approche-là. Ben, c'est des rendements très acceptables à long terme, contrairement à ce qu'on nous dit que l'agriculture biologique ne pourra pas nourrir tout le monde. La FAO a dit que c'était possible. La FAO? C'est parce qu'on dit toujours en anglais, c'est Food Agriculture Organization. OK. Mais c'est l'organisation pour l'agriculture et la nutrition de l'ONU, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nom exactement. La protection des sols, et ça, c'est extrêmement important. Hein? Nos sols, c'est ce qui nous nourrit, donc il faut les protéger. Des milieux biologiques sains et productifs. Donc, plus le milieu de la terre est productif, plus la plante va être productive. Et même l'agriculteur va être plus en santé. Et l'agriculteur plus en santé. Les aliments goûteux et bons pour la santé humaine. Et aussi, je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais la captation du carbone. Aujourd'hui, on considère que si on allait avec une agriculture qui ne libérait pas le carbone, mais au contraire qui le retenait, on aurait déjà fait plus que les 3/4 du chemin en termes de captage du carbone. Oui. On laisse partir du carbone à chaque fois qu'on fait des labours, mais remettre du carbone, on pourrait mettre du carbone dans le sol au lieu de construire des grandes usines. On pourrait faire de la captation de carbone, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est compliqué. Donc, avec une seule manœuvre, cultiver sainement, on pourrait résoudre bien des choses. C'est ça. C'est ça qui n'est pas évident. Puis, il y a aussi l'aspect économique en dessous de tout ça, évidemment. Alors, l'élément le plus important d'un milieu biologiquement sain et productif, M. Bertrand, sortez-nous votre science. Ça s'appelle la rhizosphère. Okay. C'est cute, ça. Oui, la rhizosphère, c'est une zone située au même niveau que les racines superficielles. Il faut savoir que les plantes ont des racines superficielles, puis d'autres qui descendent. C'est à peu près 10 à 20 cm d'épaisseur dans un potager. C'est même pas un pied, en fait, pour ceux qui sont en impérial. C'est 8 à 10 pouces maximum. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ça fait en grande partie la fécondité du fameux couple sol-plante. Je vais y revenir.
Et ça donne des petits, en principe. C'est Donc, ça. C'est un couple qui est bien couple qui est bien équilibré. équilibré. Ça donne des bons petits. Et on trouve quoi dans la rhizosphère? Alors, ce beau mot. Moi, je trouve que ça me sourit, ça, rhizosphère. C'est vivant. Rhizosphère, c'est une zone riche en micro-organismes et en organismes décomposeurs. Donc, il y a 4 grands morceaux. La microfaune, OK? Les vers de terre, les mille-pattes, les cloportes. Microfaune? La macrofaune, pardon. Ah oui! La macrofaune. Je pensais que c'était notre micro qui faisait Non, c'est pas défaut. notre micro. C'est Non. bon. Les vers de terre, les mille-pattes. La microfaune, les protozoaires, les nématodes, les acariens non ravageurs. La macroflore, les mycorhizes, les bactéries non pathogènes. Et je pourrais rajouter la macroflore parce que les racines aussi jouent une importance là-dedans. OK? Donc, c'est ces 3 ensembles-là. On ne met pas la macroflore dans la rhizosphère, mais en fin de compte, elle travaille beaucoup avec la rhizosphère, ne serait-ce parce que les racines vont rester dans le sol, elles vont se décomposer. Donc, il y a une présence de matière organique en décomposition. Si on a de la matière organique en décomposition, c'est un bon indice que la rhizosphère est présente. Donc, ça travaille. Ça travaille à la décomposition. Ah, ça travaille, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Incroyable. Très fort. Et on n'a même pas besoin de les payer. Ben, il faut leur Pour ceux qui sont des exploiteurs et colonisateurs, il faut quand même dire qu'il faut les nourrir. Parce que si on ne leur apporte pas de matière organique, à un moment donné, ils vont se tanner, ils vont s'en aller voir ailleurs. Alors, c'est bon pour tous les types de plantes. Un bon sol. On dit un bon sol, mais je pense que tu vas nous amener dans d'autres dédales. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon sol? C'est quoi, oui? C'est ça. Ça, c'est la question intéressante parce qu'on dit, bon, ça prend un bon sol. Sans parler des plantes, c'est un non-sens. Si on ne parle pas du couple plante-sol, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Je vais vous donner 2 exemples. Les tomates, c'est gourmand. Puis ça aime bien l'eau. Les haricots, c'est pas gourmand. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de compost sur du haricot, beaucoup de matière organique avant de planter des haricots, vous allez avoir beaucoup de feuilles et pas beaucoup de fruits. Donc, toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Dans leur milieu d'origine, elles vivent dans des conditions écologiques différentes. Alors là, les gens vont dire, ouais, mais ça fait longtemps qu'on les cultive et puis c'est plus les mêmes. Il faut savoir que génétiquement, les plantes ont encore 50% de leurs gènes de base. C'est-à-dire que leurs besoins sont à peu près les mêmes. Il y a une bonne partie des besoins qui sont les mêmes, mais elles ont 50% minimalement des gènes de base. Okay? Alors, il faut respecter. Malgré des millénaires, des centaines de milliers d'années de croissance, elles ont encore 50% de leur code génétique qui est le code génétique d'origine, parce qu'on a fait des recherches là-dessus. Donc, des plantes qui vivent dans sol riche peuvent être donc... on a donc des plantes de sol riche, moyennement riche et de sol pauvre. On a la même chose, on a des plantes qui demandent beaucoup d'eau, moyennement d'eau et peu d'eau. Okay? Donc, assoiffé, moyennement assoiffé et sobre. Donc, en jouant un bon sol, c'est une plante qui a besoin d'un sol pauvre, par exemple. Assoiffé, riche assoiffé, va aller dans un sol riche assoiffé. Si vous la mettez dans un sol pauvre et sobre, elle ne va pas pousser. OK? Mettons la tomate. Si vous faites ça, c'est ça. T'as pas de tomates. T'as des tomates, mais il y a moins de tomates, la productivité est moins bonne. Donc, si tu mets des haricots dans un sol riche et assoiffé, il va pas fonctionner, il va faire beaucoup de feuilles, il fera moins de fruits. Donc, c'est ce couple-là qui est important. Et donc, comme on a essayé de mécaniser l'ensemble de l'agriculture, ben là, c'était compliqué. Mais là, dans un potager, on est capable de le faire. On est capable de voir aux besoins individuels des plantes. Bon, alors, comment ça se traduit au potager? Tu sais, quand on domestique des plantes qui ont une historique la domestication, elle est faite. Hein? Donc, on va faire de l'adaptation. Je voulais dire qui arrive avec son bagage génétique. C'est ça. À 50%. Donc, elle s'est adaptée à travers les millénaires. Hein? On parle de plusieurs milliers d'années. On va adapter donc le sol en fournissant aux plantes les conditions qu'elle affectionne. OK? On fait ça principalement par l'apport de matière organique, les engrais, les rotations et les arrosages pour la question de l'eau. Et là, la plante, elle dit, moi, j'ai besoin de ça, mon chéri, parce que tu parles de couple. Ben oui. Puis là, on lui fournit la bonne terre. Ben oui. Bon, c'est ça. Ben oui, mais il y a des petits malins qui écrivent des livres, et dans les livres, ils vous disent laquelle plante est assoiffée, quelle plante n'est pas assoiffée, et ainsi de suite. Et ça, c'est important. Mais oui, bon, alors ça répond... Tu vois, on consulte des livres de psychologie pour savoir quel est le besoin de mon conjoint, de ma conjointe. Voilà. Mais là, on fait la même chose. En maraîcher, c'est la même chose. C'est pas psychologique, là, par exemple. Alors, le mauvais choix entre l'espèce de plante et le sol, ça veut dire quoi? Un rendement plus bas. Ça, c'est les conséquences. Ça veut dire des risques plus élevés, la présence d'insectes ravageurs et de maladies. Hein? Ça, c'est embêtant.
La plante pousse donc j'en ai déjà parlé, des plantes qui ne sont pas bien adaptées vont avoir ces deux grosses problématiques-là. Rendement plus bas, puis plus d'insectes et de maladies, donc c'est moins intéressant. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des mauvaises herbes poussent dans votre potager et vous désirez les retirer ainsi que leurs racines. Garant, une entreprise d'ici, a mis au point un sarcloir 5 dents qui vous permettra de faire ce travail rapidement et efficacement. Ce sarcloir est disponible avec un manche ultra léger en aluminium parce qu'il est important de prendre soin de votre jardin et de votre dos. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, nous sommes en zone, comment on pourrait dire? Comment tu appelles ça, des sables mouvants au plan des connaissances? Est-ce qu'on peut classifier, disons, simplement les sols pour s'y retrouver? Oui, je vais vous faire ça parce que c'est très compliqué de classifier des sols. Là, c'est une science, là. Et donc, je vais vous donner des petits trucs pour classifier votre sol. Un sol argileux ou glaiseux, c'est une granulométrie très fine, texture lourde, et c'est plus ou moins riche. Okay, donc, quand vous avez un sol glaiseux, c'est ça que vous avez. Un sol limoneux, c'est une granulométrie fine, une texture granuleuse, et c'est assez riche. Un sol humifère, c'est un sol limoneux, donc granulométrie fine, texture granuleuse, plus de la matière organique, et ça, c'est riche. Le sol humifère, c'est en fin de compte la terre à jardin, okay, la terre de potager qu'on a cultivée 4-5 années de suite. Ça, c'est de la terre humifère. Et puis la terre sablonneuse, c'est une granulométrie. J'ai bien avec ce mot-là aujourd'hui. Ça fait 4 ans, granulométrie plus ou moins grossière, une texture très granuleuse et le sol est pauvre. Avec la granulométrie. La granulométrie, on va y arriver. C'est les granules, en fait, c'est ça. C'est plus c'est gros, plus c'est sablonneux, caillouteux, plus c'est fin, plus c'est argileux. Donc, ça, voilà. Et c'est pour ça que vous voyez toujours un agriculteur, quand il rentre dans un champ, il se penche et il prend ça dans ses mains. Et en le prenant dans ses mains, il va sentir la granulométrie, puis il va regarder. Donc, il va voir des particules fines, des particules grosses. Il va tout de suite savoir quel type de sol il a sans avoir besoin de faire une analyse. Bon. Alors, nous, on a un potager. Oui. OK? On a une condition. Hein? On n'a pas 150 millions de conditions de sol. C'est ça. Alors, à quel type de sol on a affaire où on est, chez nous, dans notre jardin? Donc, on oublie l'analyse de sol. OK, moi, j'en fais jamais d'analyse de sol, sauf pour connaître le pH, puis encore là, on peut se débrouiller. J'en suis témoin. C'est vrai, il ne fait pas de test. Jamais. On peut commencer par tester la capacité de rétention en eau du sol. La première, elle est facile. On arrose abondamment son terrain. L'eau reste sur le sol, puis elle prend du temps à y pénétrer. C'est un sol argileux. L'eau reste sur le sol, mais il faut quelques minutes pour qu'elle pénètre. On est dans un sol lumineux, limoneux ou humifère. Puis si l'eau pénètre rapidement dans le sol, c'est un sol sablonneux. Bon. C'est assez facile à faire, là. Oui. Tout de suite, on peut faire un petit test comme ça, c'est facile. Alors, pour déterminer une autre méthode pour déterminer à quel sol on a affaire? On va utiliser l'observation, on va creuser un petit trou dans le sol. Et puis, on va... quand on creuse, c'est compact, collant quand c'est mille, difficile à travailler, c'est de l'argile. Si c'est plus ou moins dense, plus ou moins souple, assez facile à travailler, c'est limoneux ou humifère. Puis si c'est très friable puis très facile à travailler, là, ça se tient pas, là, c'est sablonneux. C'est ça, voilà. Je dis pas sableux, je dis sablonneux, avec plus de sable que d'autres choses. Parce que bien sûr, il y a tout. Alors, première, deuxième méthode. Troisième approche pour savoir à quel type de sol on a affaire. On va utiliser un boudin. Ah oui? Je ne pensais pas qu'on avait des porcs dans notre potager. Non, on va utiliser un boudin. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de terre, on va l'humidifier, puis on va faire un petit boudin.
Si le boudin ne se tient pas, il s'effrite, il casse tout seul, c'est qu'il y a beaucoup de sable, c'est sablonneux. Si le boudin est malléable, mais qui casse en gros morceaux, OK, c'est limoneux avec de l'humus. Puis si on fait un cercle avec le boudin sans qu'il se casse, ben c'est de l'argile. Alors, en somme, ceux qui font de la poterie t'ont tout à fait compris. Voilà, c'est en plein ça. Est-ce qu'on devrait utiliser les 3 méthodes conjointement pour savoir à quel type de sol on a affaire? Alors, quand vous commencez, oui, c'est sûr. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est sûr que quelqu'un qui, comme moi j'ai juste besoin de le prendre dans mes mains souvent, puis tout de suite, je vais arriver à le voir comment ça réagit. Là, puis j'ai d'autres indicateurs que je connais, là. Mais si vous le savez pas, vous pouvez prendre les 3, puis c'est à partir des 3 que vous pouvez avoir une meilleure approche. Il faut savoir que vous n'allez pas classer ça en sol argileux, humifère, sablonneux. Vous allez classer ça en sol un peu plus argileux, un peu plus humifère. Il y a des variétés de sols incroyables, donc on ne peut pas dire que mon sol est argileux à moins que ce soit de l'argile pure, mais là, vous ne cultiverez rien dans l'argile pure, donc c'est autre chose, là. Ouais. Donc, c'est la conjugaison de toutes ces techniques qui vont vous permettre donc de déterminer sommairement la texture du sol, je dis bien sommairement. Et c'est pour ça qu'on entendait des jardiniers, je ne dis pas des professionnels, mais des jardiniers qui disaient « j'ai ma recette de terre et ça fonctionne avec mes fleurs, avec telle affaire ». C'est ça. Ils avaient leur recette, donc ils mettaient du sable, puis tous les ingrédients, puis du sable, c'est un peu juste compliqué. Un peu pour égoutter. Un petit peu, là, mais il ne faut pas en mettre trop. Mais il y avait leur recette. Et c'était les éléments que tu viens de mentionner. Oui. Tu sais. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On a parlé tantôt de rhizosphère. Alors, rhizosphère, il y a de la matière organique. Qu'est-ce qu'on trouve dans la matière organique? Alors, qu'est-ce que la matière organique? Voilà une question qui n'est pas souvent posée, mais auquel il faut répondre parce que c'est important. Qu'est-ce que c'est la matière organique? C'est une substance composée d'êtres vivants, qui soient végétaux, animaux, micro-organismes décomposés. Donc, c'est composé d'organismes vivants, mais qui sont végétaux, animaux et micro-organismes qui sont en décomposition. Donc, au départ, ils sont vivants plus ou moins, et au fur et à mesure, ils vont commencer à se décomposer. Donc, la rhizosphère, dans le fond, c'est ça, elle se composte elle-même. Au départ, rhizosphère, elle est vivante. La rhizosphère est vivante. La rhizosphère permet la transformation de la matière organique, la décomposition de la matière organique, la digestion de la matière organique pour la transformer en humus que la plante va pouvoir utiliser pour se nourrir. Mais tout est concept. C'est incroyable. Dis ça, ça me fait penser à l'estomac. Oui, c'est et on cultive des légumes, mais on le passe par. C'est un estomac, la rhizosphère. C'est exactement ça. Ouais. C'est l'estomac de la terre. Puis c'est à partir du moment où on commence à détruire cet estomac-là, on a un méchant problème parce qu'on pourra. Si c'est pas prêt, c'est-à-dire que la matière organique n'est pas pré-mangée pour devenir disponible pour ça, il faut revenir à une agriculture conventionnelle, c'est-à-dire la plante. Le sol supporte la plante, puis on la nourrit à coups d'engrais. Jusqu'à la tuer. Jusqu'à tuer le sol. C'est ça. OK. C'est ça. Donc, c'est constitué d'eau et de carbone, principalement. C'est les deux éléments les plus importants. Donc, et le carbone, on pourrait avoir quoi comme image? Des feuilles séchées? C'est quoi le carbone? Il y a du carbone dans tout. Hein. Il y a du carbone dans tout. Donc, quand on prend de la matière organique puis qu'on la met dans le sol, on met du carbone dans le sol. Point. Avec de l'eau. On a aussi de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène, du phosphore. OK? Donc, c'est cette partie-là. Et
tout ça va faire que quand ça va se décomposer, on va avoir une petite partie d'azote, d'acide phosphorique, de potasse, ainsi que de nombreux oligo-éléments qui sont très importants pour la plante parce que même s'ils sont en petite quantité, ils ont un grand effet. La matière organique, elle prend plusieurs formes, en fait. Elle a plusieurs états. Oui, on parle de stade de décomposition. OK. Donc, la matière organique fraîche, les non décomposés, en général, on ne l'utilise pas. En général, on ne l'utilise pas, je dis bien, parce qu'on peut l'utiliser. Moi, pas qu'on ne l'utilisera pas, oui, on peut l'utiliser. En surface, c'est un peu compliqué. Là, c'est des techniques un peu spéciales. Donc, la matière organique active, elle est partiellement décomposée. Elle commence à apporter quelque chose à la plante, mais pas totalement. Puis, il y a la matière organique stable ou minéralisée. Là, je sais qu'il y a d'autres étapes. Là, je simplifie un peu, là. Et donc, ce qu'on appelle l'humus. Et c'est cette forme, l'humus, qui est une forme de matière organique la plus utile au sol. On considère que 0,5 à 10 % de la masse du sol doit être faite de matière organique. C'est très peu, là. 0,5 % de la masse du sol, c'est très, très peu, mais ça a un effet très important. 10 %, c'est l'extrême en général. On tourne aux alentours de 3, 4 %, 5 % de matière organique. C'est un bon taux de matière organique. C'est un bon taux. Puis ceux qui ont 10 % mais c'est encore mieux. C'est des terres très particulières. Là. C'est des terres très, 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 est-ce que tu dirais très humifères. Riche? Souvent, on va trouver ça dans les terres noires, souvent des choses comme ça. Ouais. Les terres très humifères, les terres de boisées. Il y a beaucoup, beaucoup de matière organique parce qu'il y a principalement que de la matière organique. Ça. Parce que dans un sol, peut-être pour revenir, dans un sol, en plus de la matière organique, on a notre fameux le sable, argile et limon, qui sont des éléments minéraux. Ça, on est dans la matière organique, des éléments minéraux qui viennent de la roche-mère, de la destruction de la roche-mère. Ouais. Donc, ils remontent dans le sol et c'est ce mélange entre le minéral et l'organique qui fait un sol. C'est de toute beauté. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, oui. Et le rôle de la matière organique, vraiment, si on ramasse tout ça? On va simplifier, c'est un liant. Oui, c'est un liant. C'est un liant. Ça lie l'argile, le limon et le sable. OK? Qu'est-ce que ça fait, la matière organique? Ça rend un sol plus stable. Donc, on n'a pas de variation. Plus perméable, mieux aéré. On augmente sa capacité en rétention en eau. T'arroses moins. Mettez de la matière organique dans du sable pendant plusieurs années, puis vous allez voir que l'arrosage va diminuer d'année en année. Ça stabilise le pH. En général, on a un pH entre 6,5 et 7,5, autour de 7. Mais c'est drôle parce que quelle que soit la source de matière organique, le pH va se stabiliser. Donc, c'est pour ça que moi, à un moment donné, je ne fais pas d'analyse de pH parce que je sais que mon sol est stabilisé à peu près avec les apports de matière organique. Une fois ce qu'on appelle la minéralisation, ça retient et met à la disposition les éléments nutritifs. Ça améliore la croissance de la plante. Alors, nourrir la plante, mettre de l'engrais. L'engrais n'est pas retenu par le sol parce qu'il n'y a pas de matière organique pour le retenir. L'engrais est lessivé et il s'en va dans la nature. Prendre un sol, mettre de la matière organique. La matière organique apporte des éléments nutritifs et en plus de ces éléments nutritifs, si on remet des éléments nutritifs naturels, la matière organique va servir de piège à ces éléments nutritifs naturels. Donc, on a beaucoup moins besoin de mettre d'engrais et les engrais ne sont pas lessivés et donc s'en vont pas dans la nature. C'est ça la différence entre un engrais naturel et un engrais de synthèse. C'est génial. Et les intrants sont moindres pour ceux qui le font à grande échelle quand tu travailles comme ça. Oui, sauf que ça se travaille différemment parce que l'engrais, on peut mettre ça en liquide puis arroser à ça, c'est pas mal plus facile. Là. C'est pas mal que de jouer avec de la matière organique qui est un peu plus compliquée parce qu'elle est solide. Là. Mais question, Bertrand, oui? Si tu avais un engrais liquide, mais à base d'algues, que tu pulvériserais, ça fonctionnerait? Ça va fonctionner, okay. Là, mais la problématique des algues, souvent, c'est que c'est assez visqueux, puis si on le met, pour l'arrosage, ça pose des problèmes dans les buses et tout ça. Là. C'est un peu plus compliqué. OK, mais ça pourrait se faire, oui. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres propriétés à la matière organique que tu... Oui, il y a d'autres propriétés à la matière organique. Ça retient les micropolluants organiques et les pesticides. Hein? Donc, ça va capter, puis ça va les dégrader. OK? Il faut comprendre, ça ne va pas toutes les dégrader parce qu'on les retrouve pendant des années, mais ça en dégrade une partie. Toute cette chimie, là, on est dans la chimie organique, là, qui est une chimie un petit peu différente. Donc, les micro-organismes vont dégrader les polluants et donc la micro-organique va aussi donc participer au maintien de la qualité de l'eau et la salubrité des plantes.
Des plantes qui sont bio, c'est des plantes qui sont plus solubles, pas seulement parce qu'il n'y a pas de pesticides, mais sont globalement plus solubles. Okay? Donc, c'est cet ensemble-là qui fait que ça fonctionne. Là. Puis d'ailleurs, ils ont des projets de dépollution avec des plantes, là, pour des plans d'eau. Donc, ce qu'on appelle la phytorémédiation, là, effectivement, c'est... Ça peut se faire, ça se fait de façon naturelle, en fait. C'est ce que tu viens de nous expliquer, même dans le potager. Oui, parce que des polluants, il y en a dans toute la nature. Il y a du mercure partout. Donc, pas partout, mais dans certaines conditions, la nature est habituée à travailler avec tout ça. Là. Et pour modifier un sol, on va s'y prendre comment? Si on dit, là, c'est trop sablonneux, c'est trop limoneux, c'est trop ci, c'est trop ça, après les tests que tu nous as expliqués, comment on modifie? Il y a deux choses, et puis je ne vais pas rentrer dans le détail parce que dans quelques semaines, on va faire un balado sur ce sujet-là. Okay. Il y a les amendements. Le plus connu est le compost. OK? Donc, les amendements, tout ce qui est compost. Maintenant, on a le biochar. Je vous en reparlerai aussi. Ça, c'est un nouveau produit. OK, donc, on pose pas de questions. C'est un très vieux produit qu'on a maintenant disponible. Le biochar. Le biochar. Et puis l'autre, c'est les biostimulants, OK, comme les mycorhizes. Mais comme je vous dis, je ne veux pas rentrer dans le détail, là, parce que j'ai une émission, je suis en train de préparer une émission qui va nous parler uniquement des amendements et des biostimulants, puis comment s'organiser avec les biostimulants. Mais on garde nos questions. Voilà, garde tes questions. Je sais que ça va être dur pour toi, mais garde tes questions. Alors, c'est déjà terminé. Je trouve ça très intéressant, Bertrand. C'est beau de voir comment ça fonctionne, ce fameux couple. C'est ça. Et finalement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reprend, on essaye pas d'imiter, mais de tirer le meilleur parti de ce que la Terre nous donne. Comme dit toujours, elle a appris qu'il y a plusieurs milliards d'années pour s'organiser puis que ça fonctionne. Il y a une raison pour laquelle ça fonctionne, parce que la nature est toujours dans les essais-erreurs. Là. C'est-à-dire qu'elle va faire quelque chose, puis ça ne marche pas, elle va l'enlever. Elle abandonne ce qui n'est pas bon. Elle abandonne ce qui n'est pas bon, meurt, c'est toujours ça. Et donc là, si ça fonctionne, ça devrait fonctionner pour nous aussi. Alors, je vous invite à aller sur radiolégumes.com, à cliquer sur la case « Subscribe » afin de rester informé de nos parutions. Vous le savez automatiquement. Vous pouvez écouter, on a à peu près une 40aine de balados jusqu'à maintenant qui sont faits. Alors, on les écoute quand on fait de l'insomnie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à longueur d'année. Merci à Garant, merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à son frère Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, je te salue. Moi aussi. Toutes les personnes qui sont avec nous. On leur souhaite de jardiner avec amour, en caressant le sol. Non, en se prenant soin de leur couple, sol, plante. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.